répondre. Donc, avant de laisser la parole à Héloïse Prévost et à Jules Falquet, je voulais donc juste vous dire que cet ouvrage est maintenant sorti en librairie. Donc, vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies en France. Mais si jamais vous ne pouvez pas le trouver, vous pouvez toujours le commander sur le site des éditions du Croquant, donc soit en version papier, soit en version PDF. Voilà, donc je vous laisse commencer. Je vous souhaite une bonne rencontre et à tout de suite. Merci. Merci. Merci Catherine et merci à Jules d'avoir permis que j'accompagne cette présentation de l'ouvrage Imbrication, qui a été pour moi une lecture de confinement, donc une lecture salvatrice du confinement qui m'a permis un peu de prendre un peu l'air. Et alors par contre, juste avant de commencer, je voulais rectifier une information qui a été sur la liste de diffusion de l'invitation du webinaire. Rectifier sur ma présentation, il était écrit que j'étais spécialiste des questions féminisme noir ou mouvements sociaux noirs, je ne sais plus comment c'est écrit, mais je voulais juste rectifier, je ne suis pas du tout experte de ces questions-là, j'ai juste travaillé avec le féminisme décolonial. Donc voilà, pardon pour cet encart, mais il me semblait important de rectifier ça. Donc Jules, si ça te va, je vais commencer par quelques mots de présentation sur toi et ensuite en venir aux apports de l'ouvrage Imbrication, si ça te convient. On y va. Donc Jules, tu es féministe matérialiste, lesbienne politique, militante féministe et sociologue. Tu es maîtresse de conférences avec une habilitation à diriger des recherches en sociologie et rattachée à l'université Paris Diderot. Et tu vis et travailles depuis les années 90 en Amérique latine et aux Caraïbes. Et dans ton travail, tu t'es intéressée à la réorganisation néolibérale de la violence, à la réorganisation du travail et aux résistances en te basant sur certains mouvements sociaux comme par exemple le mouvement zapatiste au Mexique, le mouvement des Sans-Terre au Brésil, les mouvements de femmes, les mouvements féministes et lesbiens. Alors, selon moi, il y a un aspect clé de ton travail, c'est que tu aimes t'interroger sur le sens des concepts, tu aimes bien décortiquer les approches épistémologiques. Et d'ailleurs, tu as produit des concepts qui sont clés pour comprendre l'imbrication des rapports sociaux, comme les concepts de vase communicant et de combinatoire straight. Tu as publié de nombreux ouvrages, notamment Pax Neoliberalia, nombreux articles scientifiques et même un roman, ça. Et on peut retrouver sur ton blog un peu l'ensemble des références de cette production scientifique. Et au-delà de cette production scientifique, tu participes, selon moi, activement à la circulation des savoirs, avec la traduction en français de textes clés, mais qui restent invisibilisés par la colonialité du savoir. Et notamment, donc j'en cite que quelques-uns, mais des textes qui, selon moi, sont assez fondamentaux, comme Noircir le féminisme de Sueli Carnero, comme Yalo d'Est et féministe de Jurema Maternek. Donc ça a été publié dans la revue Nouvelles questions féministes en 2005. Ou encore comme La colonialité du genre de Maria Lugones, qui a été traduit, publié au Cahier du CEDREF en 2019. Et donc, à travers ton travail scientifique et épistémologique, mais aussi à travers ta posture scientifique engagée, selon moi, donc, tu participes à la décolonisation des savoirs et tu viens visibiliser des apports politiques et réflexifs des mouvements sociaux et des penseuses d'Amérique latine. Et d'ailleurs, peut-être tu pourras expliquer cette catégorie conceptuelle d'Amérique latine qu'on doit à Lélia González. Donc, cette posture scientifique engagée, on la retrouve dans cet ouvrage que tu publies aujourd'hui, donc sous le titre de Imbrication, femmes, races et classes dans les mouvements sociaux. Alors, imbrication, selon moi, c'est pas un achèvement, mais c'est comme un point d'étape important dans ton parcours de recherche, mais aussi dans un parcours, j'ai l'impression, plus d'une expérience amicale, politique, humaine, et un engagement auprès des mouvements sociaux en Amérique latine.
Alors, l'ouvrage, il articule des analyses d'expériences féministes, politiques, et des analyses de théorisation féministe dans différents pays du continent, et aussi à l'échelle transnationale, donc par exemple avec les rencontres féministes latino-américaines et des Caraïbes. Donc, ça permet de retracer depuis les années 70 à peu près l'évolution de féminisme en contexte depuis des postures politiques différentes et parfois plus ou moins liées aux institutions et ou aux mouvements de gauche. Donc, ça nous montre l'évolution dans la praxis, mais aussi l'appréhension de féminisme qui peut passer par des postures de politique de la différence, à politique de l'identité, politique d'imbrication des rapports sociaux, à un féminisme décolonial, sans forcément que ça soit linéaire pour chaque mouvement. Quand on suit tes travaux depuis plusieurs années, on retrouve ton témoignage sur l'autonomie et sur l'institutionnalisation du féminisme. Mais cet ouvrage, moi, il m'a particulièrement intéressée et plu par sa vision plus globale et fine en même temps, et avec les différents exemples d'approches féministes du continent. Et pour donner des exemples que j'ai trouvés particulièrement intéressants, tu vas mettre en valeur les pionnières de l'intersectionnalité, ou plutôt de la pensée de l'imbrication des rapports sociaux de classe, de race et de sexe, comme avec le Combahee River Collective, mais aussi avec des pensées moins connues ici, en tout cas dans la littérature française féministe, comme les féministes noires afro-brésiliennes, et notamment Lélia González, et qui a été pionnière et qui reste encore aujourd'hui très peu visibilisée dans les travaux féministes. Donc, j'espère peut-être que tu pourras en revenir dans ta présentation sur ce travail-là. Au-delà d'une étude contextualisée, d'une étude de cas, en fait, c'est vraiment un miroir qui est utile puisque Abya Yala, donc, qui englobe l'Amérique latine, les Caraïbes, c'est davantage un laboratoire des politiques néolibérales et un laboratoire des mouvements sociaux. Donc, selon moi, il y a urgence aujourd'hui à s'intéresser aux résistances qui y sont développées pour nous aussi enrichir notre approche et nos résistances. Deux derniers éléments que je voulais mettre un petit peu en avant qui, selon moi, sont des apports de l'ouvrage. Imbrication, ça apporte des clés pédagogiques, je pense, du fonctionnement imbriqué des rapports sociaux, avec des présentations de concepts, des façons de repenser les concepts, et aussi avec des critiques même des concepts comme celui du genre. Et le dernier point, c'est que je pense que ça apporte des pistes pour le féminisme tel qu'on peut le construire ou le penser ou le repenser ici en France aussi, notamment par exemple avec la capacité à faire alliance dans le féminisme. Et ça, j'ai l'impression que c'est un apport central du livre, mais c'est aussi une leçon à tirer des expériences ladino-américaines, et peut-être tu pourras en reparler brièvement. Voilà, je te fais des appels du pied sur ce que tu peux aborder, mais en tout cas, à prendre ou à laisser. Hein. Mais en tout cas, voilà, je te laisse la parole. Et en fonction, donc les personnes qui veulent poser des questions, moi, je vais essayer de noter, voir si je peux aussi te transmettre des questions des participantes sur lesquelles tu peux répondre pendant la présentation, si tu veux bien. Merci beaucoup Héloïse et merci à toutes les personnes qui font des petits coucous dans l'onglet converser. Là, ça me distrait un peu. Je vais maintenant me focaliser sur la présentation elle-même et je suis vraiment très très contente de voir qu'il y a Algérie, Brésil, États-Unis, France naturellement. États-Unis, il y a plusieurs côtes et voilà, Ohio, il y a le Québec, enfin c'est le Tchad, je trouve que c'est vraiment chouette, donc vraiment ça fait très plaisir. Ah, Loane également, Londres, écoutez, bravo, Suisse, bravo. Ça c'est le miracle lié au confinement malheureusement, et sachez que nous boycottons Zoom le plus possible. Brésil de nouveau. Sauf ce soir, mais
Voilà, sauf aujourd'hui, mais normalement, nous boycottons. Alors voilà, merci beaucoup. Premièrement à Catherine, au Croquant, deuxièmement à toi Héloïse et troisièmement à toutes les personnes qui sont avec nous. Tu m'as présenté de manière très très chouette, mais je vais, comme je suis adepte du point de vue situé, je vais redire quelques petites choses. Le point de vue situé, il y a beaucoup de manières de le comprendre, hein, mais enfin, je pense que c'est important de juste rappeler que à la fois qui je suis, on va dire, sociologiquement et comment je me situe aussi politiquement. Donc, je m'excuse pour les personnes qui me connaissent un petit peu beaucoup par cœur. Mais voilà, donc en termes dans les rapports sociaux de sexe, je suis supposément une femme. Dans les rapports de race, eh bien, je suis blanche et je suis française et j'ai des papiers. Enfin, je vis pour l'instant dans une situation où j'ai des papiers. En termes de classe, je suis privilégiée et j'ai un emploi stable et rémunéré. Correctement, on va dire, mais surtout stable, ce qui à l'heure actuelle est très, très appréciable. Et puis, d'un point de vue politique, eh bien, tout en étant sociologiquement une femme, j'essaye au contraire de ne pas être une femme puisque je suis lesbienne dans un sens vitigien. J'essaye de lutter contre le racisme et j'essaye de lutter contre les rapports de classe capitaliste. Voilà. Et le racisme, ça implique aussi la colonisation, l'impérialisme. Enfin, il y a beaucoup de dimensions différentes dans tout ça. Mais voilà. Et c'est à partir de ça et à partir, comme tu l'as dit, Héloïse, à partir aussi de ce que j'ai pu vivre et apprendre dans différents pays. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire encore Amérique latine et Caraïbes parce que c'est vrai que c'est comme ça que c'est sous ce nom-là que je l'ai connu, mais c'est aussi Abya-Yala. En tout cas, j'ai vécu au Chiapas, donc au Mexique. J'ai vécu en Amérique centrale, au Salvador. J'ai vécu aussi un petit peu au Brésil. Caroline, salut, Montpellier. Et voilà, donc principalement Mexique, Amérique centrale, Brésil, un petit peu Colombie, un petit peu Caraïbes, République dominicaine. Ce sont vraiment des endroits et des mouvements et des femmes, des féministes, des lesbiennes notamment, avec qui j'ai énormément ou peut-être quasiment tout appris. Et donc vraiment, je veux leur rendre hommage, les remercier et je suis en train d'essayer de traduire Imbrication pour qu'elles puissent évidemment les militantes qui ont inspiré ce travail, qu'elles puissent savoir ce que je dis, ce que j'en ai fait. Voilà. Et l'introduction est déjà traduite en espagnol. Bon, alors, une autre chose que je pense qui est importante à dire, tu as très justement dit que je vivais entre Amérique latine, Caraïbes ou Abya-Yala et la France, mais tu as oublié malheureusement, Héloïse, que malheureusement le plus clair de mon temps maintenant, je le passe quand même à Paris, enfin une partie importante, voilà. Et pour finir de me situer, oui, là maintenant, je suis quand même à l'université de Paris. On a changé de nom, c'est plus Paris 7, c'est l'université de Paris. Voilà, bon, c'est pas très. Si c'est important, c'est la fusion scélérate des universités, c'est le néolibéralisme, bon, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais peut-être dire, Bagnolet également. Mais il y a plusieurs Seine-Saint-Denis, Montpellier, Marseille, c'est vraiment super. Alors, l'objectif du livre, un petit peu pour le rappeler quand même, Lille, pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence entre toutes ces villes, Poitiers, et Colombie, waouh, Isabelle, oh là. Alors, l'objectif du livre, c'est un livre qui rassemble des textes qui sont certains liés à mon habilitation à diriger des recherches et puis d'autres qui sont plus anciens, puisque je reviens sur des choses que j'ai écrites à propos du Chiapas, du Salvador, etc. Et l'idée, en rassemblant ces textes, c'est de rassembler différents moments et différentes manières d'interroger et de poser dans des mouvements sociaux en Amérique latine. Je vais dire après ce que c'est que l'Amérique latine. Dans des mouvements sociaux en Amérique latine, la manière de poser les rapports sociaux de sexe, qui était au début mon interrogation, les liens et les contradictions possibles entre sexe et classe. Et puis, tout de suite est arrivée la race. Donc ensuite, entre sexe et race. Et puis, dans des mouvements féministes ou des mouvements de femmes ou, disons, qui sont censés être axés sur la lutte pour la transformation des rapports sociaux de sexe, comment rentrent aussi les questions de classe et les questions de race.
Ou pour le dire d'une autre manière, j'avais commencé à travailler une de mes premières interrogations, en fait, c'était, enfin, je vais prendre les chapitres dans l'ordre du livre. Ma première interrogation, en vérité, c'était sexe et race. Mais la première développée dans le livre, c'est sexe et classe. J'ai beaucoup hésité. Est-ce que je parlais d'abord du Chiapas ou est-ce que je parlais d'abord du Salvador? Finalement, j'ai commencé par le Salvador. Donc, au Salvador, en Amérique centrale, j'ai travaillé sur, et c'est le premier chapitre, sur un mouvement de guérilla marxiste-léniniste, le FMLN, le Farabundo Martí, et je m'interrogeais sur la manière dont les femmes, en y participant, est-ce qu'elles arrivaient ou comment est-ce qu'elles arrivaient à faire dans un mouvement dirigé par ou orienté par des intérêts de classe, le prolétariat, etc., sachant que le prolétariat, en plus, au Salvador, n'est pas très énorme. Comment est-ce que les femmes arrivaient à un moment donné, individuellement et surtout collectivement, à prendre conscience, faire émerger des intérêts en tant que femmes? Et est-ce que ça, comment la lutte pour les intérêts de classe, à un moment donné, faisait contradiction ou à un moment donné pouvait être liée aux intérêts en termes de sexe? Je lis très rapidement, mais pour dire que c'était l'interrogation qui a orienté ma thèse il y a bien longtemps et qui traverse le premier chapitre. Ensuite de ça, il y a un deuxième chapitre qui parle d'un mouvement, donc, qui est un mouvement, là, c'est le mouvement zapatiste au Mexique, le mouvement zapatiste actuel, enfin, qui a commencé en 1994. Et là, en fait, je m'interrogeais sur la façon dont, dans un mouvement qui mettait en avant la question indienne ou autochtone, et en tout cas des questions culturelles et d'une certaine manière malgré tout la question du racisme, comment, à la différence du Salvador où un certain nombre de femmes s'étaient éloignées de l'organisation de classe pour faire un mouvement des femmes et un mouvement féministe autonome, comment, dans le cas du Chiapas, dans le cas des femmes indiennes zapatistes, ça se présente différemment et les femmes indiennes zapatistes semblent parvenir à, même s'il y a des interrogations, éventuellement certaines contradictions, elles semblent parvenir à défendre leurs intérêts en tant que femmes et en tant qu'autochtones ou indiennes en même temps. Donc, comment ça se joue? Et puis, la classe n'est pas très loin non plus. Là, pour l'instant, je ne vais pas développer. Je veux juste donner quelques éléments. Et je suis désolée. Nogent aussi, je suis très contente que Nogent soit là. Juste une chose, voilà, si jamais ce que je dis n'est pas clair ou va trop lentement ou va trop vite, peut-être que quand même les personnes qui conversent, elles peuvent me faire un petit retour ou nous faire un petit retour dans l'onglet conversation. C'est vrai que c'est bizarre, je ne suis pas très habituée à ne pas... Merci pour le petit retour, ok. Mais enfin voilà, s'il y a d'autres retours, n'hésitez pas, ou s'il y a des retours. Et puis les questions aussi, c'est pareil, ça passe très très vite 1 heure, mais si vraiment vous avez des questions urgentes ou y compris de compréhension, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet conversation pour que je puisse ne pas les laisser pour la fin. Donc, ok, le mouvement zapatiste et le FMLN, disons le Salvador et le Chiapas, ça illustre, disons, la manière dont des personnes conçoivent individuellement, enfin leur manière, oui, de concevoir leur conscience personnelle et aussi collective de qui elles sont et de quels sont leurs intérêts. Et le cas du Salvador, c'est vraiment, je pars d'une situation où, pour le dire très rapidement et de manière un petit peu simplifiée, mais enfin, un certain nombre de femmes s'engagent dans un mouvement comme si elles étaient des hommes paysans alors que ce sont des femmes urbaines de la petite classe moyenne. Donc, comment est-ce que la conscience petit à petit se transforme? Comment est-ce que le parti a fait en sorte de leur faire adopter une conscience d'homme prolétaire, par exemple, et puis comment est-ce qu'elles, à un moment donné, et en fonction aussi de tout un contexte, etc., elles en arrivent à dire, ben non, en fait, on a aussi des intérêts en tant que femmes, et peut-être même ces intérêts en tant que femmes sont différents des intérêts des hommes paysans. Enfin, c'est une réflexion autour de ça, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout si simple. Une chose, c'est d'avoir, comme moi, comme je disais au début dans ma présentation, c'est d'avoir une position sociologique, objective dans les rapports sociaux de sexe, de race et de classe. Et une autre chose, c'est la conscience qu'on en a et comment, en fonction de la conscience
qu'on a ou pas, ou la conscience complexe qu'on a de ça individuellement, comment est-ce qu'on s'insère dans des mouvements et comment est-ce qu'on peut aussi éventuellement transformer non seulement les pratiques quotidiennes, mais les objectifs du mouvement. Parce qu'une chose, par exemple, c'est qu'un mouvement, il y ait beaucoup de femmes, et une autre chose, c'est que même s'il y a une majorité de femmes dans ce mouvement défend-il des intérêts des femmes? Ce mouvement a-t-il un agenda, a-t-il des revendications intéressantes pour la transformation des rapports sociaux de sexe, qui n'est pas tout à fait la même chose que les intérêts de femmes? Et puis de quelles femmes? Enfin, comment est-ce qu'on définit tout ça? C'est autour de ça que tourne l'ouvrage. Donc, il y a 2 premiers chapitres sur des mouvements mixtes et la situation des femmes dans ces mouvements mixtes. Et ensuite, il y a 4 chapitres sur des mouvements ou des groupes qui sont uniquement de femmes, mais dans lesquels qui sont croisés. Iran en France, mais Iran quand même. Je commente la conversation, je suis désolée. Donc, les 4 autres chapitres sont des groupes ou des mouvements uniquement de femmes, mais traversés par les questions de classe et les questions de race, bien évidemment. Et je dis questions, mais en fait, je devrais dire rapports sociaux. Donc, il y a 2 chapitres ensuite sur des groupes de femmes et de féministes et de lesbiennes afro ou noires, disons. Donc, il y a le Combahee River Collective. Et en fait, j'ai également traduit leur texte, puisqu'en fait, 30 ans après, il n'était toujours pas disponible en français. Et puis, donc, j'ai quand même, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'en même temps, les États-Unis font partie du continent. Hein, donc, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'écrire à propos des États-Unis, etc. Mais finalement, d'une certaine manière, c'était important et ça vient bien. Et puis, donc, l'autre chapitre, c'est sur les années, surtout 80 et 90, la proposition de femmes, de féministes et de lesbiennes noires ou afrodescendantes, brésiliennes, comme tu l'as dit, Héloïse, principalement, mais aussi de République dominicaine et puis un petit peu d'autres régions. Et c'est vrai que là, je souligne notamment, donc là, je vais en profiter pour dire qui c'est, je souligne notamment l'apport de Leila González, qui est une femme qui était bien sûr anthropologue, afro, militante dans le mouvement noir, une des cofondatrices du mouvement noir. Je pense que c'est une des premières femmes noires anthropologues au Brésil, sinon la première, et donc également féministe. Et elle a fait énormément de choses. Elle avait l'air passionnante. C'est étrange qu'elle soit si peu connue, parce qu'elle écrivait, y compris en français. Il y a des vieux textes en français d'elle. Je ne sais pas où ils sont passés. Et elle a proposé beaucoup de choses, mais notamment le concept d'Amérique latine. Et c'est une des premières, en tout cas, qui écrit à ma connaissance, par exemple, donc en commentant les luttes des Noirs aux États-Unis et en disant « mais c'est très bien, mais quand vous dites que vous êtes afro-américain, vous êtes sympa, ou afro-américaine, vous êtes sympa, mais l'Amérique, c'est grand. L'Amérique, c'est grand et il y a toute la diaspora noire aussi du reste du continent et les autres populations pas nécessairement noires. » Et elle insiste beaucoup, donc Amérique latine, comme on peut le constater, elle insiste beaucoup sur ce que dans d'autres pays on appelle la troisième racine, en tout cas la racine africaine. Et une chose qui est tout à fait intéressante, et là ça m'amène à dire aussi qu'il est très important de comprendre, de bien comprendre de bien comprendre que les rapports sociaux de sexe, de race et de classe, il faut complètement les contextualiser dans des pays et dans des ensembles géographiques, etc. Et dans des périodes, puisque Leila González au Brésil nous permet de comprendre à quel point sa conception et la conception en général de la race et en particulier de la situation des personnes noires est très différente. Et donc, par exemple, la position de Leila González que vont adopter un certain nombre d'autres féministes et d'autres groupes, c'est qu'on peut noircir, c'est aussi le texte dont tu parlais, Héloïse, de Julem Avalnek, on peut noircir le féminisme, on peut noircir le continent, et c'est pour ça, donc, l'Amérique latine, c'est vraiment l'idée que l'Afrique est importante dans tout le continent, mais pas seulement pour les Noirs. C'est-à-dire les Blancs aussi et les populations autochtones aussi sont marquées par l'Afrique. Voilà. Je pense que ça, c'est un élément tout à fait important et qui, du coup, transforme complètement, on pourrait en parler longtemps, hein, mais transforme complètement, par exemple, les politiques d'alliance. Ça ne veut pas dire qu'elle ne préconise pas à certains moments de faire des choses qu'entre femmes noires ou femmes afro, mais ça veut dire que, par exemple, une possibilité ou une exigence, en effet, c'est de noircir le féminisme.
Et c'est la possibilité, y compris de se noircir soi-même et de devenir noir. Et Leila González, par exemple, c'est une autre chose très importante qu'elle a faite, c'est qu'elle est devenue noire. Elle n'était pas noire à la base, au sens politique. Au sens sociologique, peut-être, ça mérite réflexion, mais en tout cas, ce qu'elle a surtout développé, c'est ce devenir noir et cette prise de conscience personnelle, et aussi ensuite, grâce au mouvement noir unifié MNU, cette prise de conscience collective du fait d'être noir et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et donc ça m'amène aussi à dire très rapidement que quand même, sur une grande partie du continent, pour le mouvement noir, parce que la race, pour les questions autochtones est différente, mais la race, dans le cas du mouvement noir, c'est vraiment très intéressant de voir à quel point c'est lié à la question de la culture et à la mise en avant de 500 ans de travail de création culturelle. C'est vraiment quelque chose, et donc ça va tout à fait à l'encontre d'identités figées, etc., etc. Alors, oui, il y a un commentaire d'une féministe noire brésilienne dans la conversation qui est tout à fait juste. Elle a écrit Leila González avec Angela Davis, mais évidemment Angela Davis a pris plus de lumière que Leila González. Mais encore une fois, Leila González a été très très importante dans son époque. Je vous renvoie, on a traduit un de ses textes en effet dans les Cahiers de Ref avec une petite bio, mais alors, la question, que signifie devenir noire? Être blanche et s'identifier en tant que noire? Mais non, mais alors voilà, pardon, je réponds à une question, et vraiment pour bien comprendre ce que ça veut dire, il faudrait que Leila González descende sur moi et parle par ma bouche, ce qui n'est pas tout à fait possible, ou une autre personne qui en saurait plus. Mais non, parce que être blanche, je reprends les termes de la question qui est formulée dans l'onglet conversation 1, être blanche et s'identifier en tant que noire, eh bien non, parce qu'en fait, on n'est pas blanche. En fait. Et en tout cas, dans le cas de Leila González, plus précisément, je vais dire dans son cas, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Dans son cas, elle, ça, dans la logique brésilienne, à ce moment-là, son père est noir et sa mère est indienne, par exemple. Bon, bah, mais pendant longtemps, elle ne se considère pas particulièrement ni noire ni indienne. C'est aussi le refoulement, c'est l'idéologie du blanchiment, etc. au Brésil, mais en tout cas, dans le processus de devenir noir, il y a le processus de revendiquer, justement d'un point de vue culturel, de revendiquer l'apparence, de revendiquer le cheveu naturel, de revendiquer une certaine manière de se coiffer, de revendiquer une certaine manière de s'habiller, de revendiquer après la langue, une certaine manière de manger, voilà, la langue, il y a plein de choses. Donc c'est ça que ça veut dire. Et en fait, voilà, il n'y a pas une naissance blanche ou noire, en tout cas dans la manière de concevoir de Leila González, il n'y a pas une essence fondamentale et puis les gens se feraient un film comme quoi ils sont autre chose. C'est vraiment un processus de construction. Voilà. Ça ne part pas de la couleur de la peau, mais ce n'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Mais alors vraiment le Brésil, et il y a beaucoup de Brésiliennes, je ne sais pas s'il y a des Brésiliens, mais il y a beaucoup de Brésiliennes et d'Afro-Brésiliennes dans le public qui pourraient en dire beaucoup plus que moi. Je ne sais pas comment on peut faire à un autre moment une discussion collective là-dessus. Mais voilà. Juste pour, je veux aller un petit peu au bout de la présentation du bouquin avant de continuer peut-être dans l'approfondissement de la réflexion. Mais enfin voilà, de toute façon, le livre est tout entier une réflexion sur comment est-ce qu'on a conscience individuellement et collectivement, et au fur et à mesure qu'il y a des développements collectifs, comment les gens peuvent se réinterpréter elles-mêmes et eux-mêmes dans leur positionnement, et je ne dis pas leur identité de manière tout à fait volontaire, dans leur positionnement dans les rapports de sexe, de classe et de race. Puisque beaucoup de gens évoluent au fur et à mesure du temps et de leur participation, par exemple, dans les mouvements. Donc, il y a ces deux chapitres sur les réflexions de femmes féministes et lesbiennes noires ou afrodescendantes, d'une part le Combahee, d'autre part des militantes du reste du continent. Notamment, d'ailleurs, il y a pas mal de choses aussi. Les deux mouvements que j'ai pris, surtout, c'est le Brésil et la République dominicaine, dont je parle pas mal aussi de la réflexion du groupe cofondé par Ochi Curiel, qu'on va retrouver ensuite et aujourd'hui dans la militance décoloniale. Et les deux derniers chapitres, quand même, parce que l'autre fois, je n'ai pas réussi à même pas vraiment les nommer,
Les 2 derniers chapitres portent sur le mouvement féministe latino-américain et des Caraïbes, ou bien de Abya Yala, le mouvement féministe et avec une extension, on va dire, au mouvement lesbien, vu principalement à l'échelle transnationale et continentale, notamment à travers les rencontres féministes continentales. Et il y a un chapitre qui, c'est un travail complètement inédit en fait, plus de mon habilitation à diriger des recherches, qui porte sur un courant pas très connu et pourtant qui me semble très important, qui a été le courant du féminisme des secteurs populaires, qui était une espèce de tentative de concilier les questions de sexe et de classe, et qui, donc ça dans les années 80, et puis qui dans les années 90, finalement, c'est mon analyse bien évidemment, fait une espèce de bascule vers finalement le développement et les ONG. Et finalement, se retrouve quasiment à l'opposé du spectre politique d'où il était parti. Là, je fais une espèce d'annonce un petit peu rapide, mais je trouve ça tout à fait intéressant de voir comment c'est pas si facile, même avec cet héritage et cette analyse en termes de classe, c'est pas si facile. Ça n'a pas en tout cas fonctionné comme comme on aurait pu le penser, cette alliance, cette manière, il y en a d'autres, hein, de concevoir ou de chercher une double pratique de transformation des rapports sociaux de sexe et des rapports de classe. Le dernier chapitre, c'est celui qui ouvre vers les questions décoloniales, dans la mesure où il retrace à l'inverse l'autre courant qui est en gestation dans les années 80, mais qui apparaît surtout dans les années 90 en réaction et en critique à justement la conférence de Pékin, l'intromission de plus en plus grande de l'ONU dans tentative quand même assez réussie, hein, d'intromission dans le mouvement notamment féministe. Et donc, ce dernier chapitre porte plus particulièrement sur les féministes autonomes latino-américaines et des Caraïbes et un petit peu de leur histoire, en une vingtaine d'années de leur histoire à partir des années 90. Et dans leur logique, elles ont progressivement articulé justement sexe, classe, race, avec une dimension lesbienne, on va dire, matérialiste d'une certaine manière, et c'est une partie de ces théoriciennes et militantes qui vont développer notamment une partie de la pensée féministe décoloniale d'Abya Yala, en faisant jonction avec Maria Lugones, qui, comme vous le savez, est argentine et qui travaillait aux États-Unis. Elles, ce sont des féministes et des lesbiennes pas mal afro et en partie aussi autochtones, qui vont progressivement depuis la critique, on va dire, du néolibéralisme, de la globalisation néolibérale et du rôle de l'ONU là-dedans et des financements, etc., et de l'institutionnalisation, vont déboucher sur une proposition décoloniale qui, alors, rebat complètement les cartes sur la manière de penser sexe, classe et race. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire qui reste à travailler. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Alors, oui, il y en a une sur le cas du Brésil. Ouais. Tu veux que je la lise? Oui, peut-être tu peux la lire, c'est bien, parce que comme ça, tout le monde a conscience de ce qui est demandé. Donc, le Combahee River Collective a été le premier à parler qu'il fallait une politique identitaire basée sur l'imbrication pour l'émancipation des Noirs. Mais la classe a été bannie des politiques identitaires actuelles au Brésil. Et aujourd'hui, on voit une gauche qui accuse l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir à cause des fractures créées par les demandes identitaires. Donc, voilà, comment répondre à cela? Donc, il y a une question qui vient de Rosely Barbosa dos Reis. Qui est une éminente féministe afro, si je peux me permettre de le signaler. Grâce à qui j'ai connu un livre qui m'a beaucoup intéressée, qui est Un défaut de couleur, dont le nom de l'autrice m'échappe à chaque fois, mais tu pourras le dire, Rosely. En tout cas, le Combahee, alors justement, c'est pour ça, c'est très important d'en parler. En traduisant le Combahee, je suis tombée sur le concept qu'elles utilisaient en anglais de Interlocking Systems of Oppression, que j'ai traduit par système d'oppression imbriqué et non pas intersectionnalité, etc., qui d'ailleurs, à l'époque, n'existait pas, puisque leur texte date de... en tout cas, a été publié en 77, il est un petit peu... en 79, pardon, il est de quelques années avant. Il a été écrit quelques années avant. Donc, c'est bien avant
Kimberlé Crenshaw et bien avant les questions d'intersectionnalité, formulées comme telles. Cette idée d'imbrication de systèmes sociaux, enfin de systèmes sociaux imbriqués, moi je la reprends un petit peu et je ne parle pas en termes de systèmes sociaux, je parle en termes de rapports sociaux. C'est légèrement différent. Mais là, je vais vous renvoyer éventuellement à Ana Maria Gonçalves, merci, l'autrice de Un defeito de cor, un roman très très intéressant sur le Brésil. Enfin, c'est un petit peu l'histoire de la mère, quelque part romancée bien sûr, du célèbre abolitionniste Luis Gama. Luis Gama, c'est bien ça. Hein. Alors, je reviens. Le Combahí, donc, est le premier groupe qui, de manière collective et dans la militance, disons, en effet, elles disent elles-mêmes, nous sommes les premières à avoir proposé cette idée de la politique de l'identité, mais pas du tout au sens que peut-être maintenant on donne à l'identité ou qu'on donne ailleurs qu'aux États-Unis, en n'étant pas des femmes noires, prolétaires et en partie lesbiennes, comme c'était les membres du Combahí River Collective. Une chose qui me semble très très importante dans la proposition du Combahí, il y a deux choses très importantes à mon avis. D'un côté, c'est la simultanéité et la non-hiérarchie des oppressions de sexe, de classe et de race. Ça, c'est vraiment d'un point de vue épistémologique extrêmement important et d'un point de vue théorique. Disons, elle lutte vraiment au même niveau contre les rapports de sexe, de race et de classe. Vraiment, elles ne hiérarchisent pas et elles affirment qu'ils agissent en plus de manière simultanée, mais surtout non hiérarchique. En tout cas, dans la théorie générale, peut-être à un moment ponctuel, peut-être un élément est plus fort que d'autres, mais de manière théorique, c'est pas hiérarchisé. Et l'autre chose qui me semble vraiment important, oui, c'est ça. En effet, Judith Ezekiel, qui est dans l'Ohio maintenant, nous rappelle que la première version du texte du Combahí était présentée en 1975, Judith Ezekiel étant également une spécialiste du féminisme noir états-unien. Première présentation en 1975, justement à une grande conférence féministe socialiste à Yellow Springs. Et j'insiste aussi beaucoup sur le fait que la classe, enfin, j'essaye de ne pas perdre de vue la classe, les rapports de classe et le capitalisme dans l'ouvrage, parce que vraiment, même si souvent il redouble en quelque sorte la race, les rapports de classe, en même temps, il y a vraiment une dimension autonome et quelque chose de très profond à saisir. Alors, je reviens. Le deuxième élément important, me semble-t-il, du Combahí, c'est que je crois qu'elle s'adresse en fait à tout le monde et c'est quelque chose qui me semble tout à fait important. C'est-à-dire qu'elles disent si notre politique, si notre lutte triomphe, en fait, ça arrangera tout le monde, ça va transformer les rapports, donc ça va chambouler, ça va révolutionner aussi bien mettre fin au capitalisme qu'au racisme, qu'au patriarcat. Elle ne le dit pas forcément exactement ces termes, mais voilà. Donc, ce n'est pas une petite proposition pour les quelques personnes qui sont à la fois des Noirs, des femmes et des prolétaires. C'est une proposition qui concerne tout le monde et ça me semble très intéressant. Et en ce sens-là, alors je vois une autre question. En ce sens-là, la politique d'identité éventuellement qu'elles ont, ce n'est pas du tout une politique restrictive ou qui voit petit, qui s'intéresse qu'à leur nombril et tout. Vraiment, bien au contraire. Elles disent, si nous ne nous intéressons pas à notre situation, personne d'autre ne s'y intéresse, mais par contre, la manière dont nous réfléchissons notre situation et dont nous luttons concerne tout le monde. Et ça, je trouve ça vraiment très, très, très important et intéressant. La différence, il y a une question. La différence... pardon, je lis en même temps une autre question. Alors, mais la différence entre imbrication et intersectionnalité. On peut en discuter très longuement. La première chose que je veux dire, c'est que de toute façon, si le but de l'intersectionnalité, c'est la lutte pour la justice sociale, alors c'est le même but pour la perspective de l'imbrication. Et au niveau de l'objectif politique, si c'est une transformation radicale et mettre fin au sexisme, au racisme et au patriarcat, et au sexisme, au capitalisme et au racisme, voilà, on va dans la même direction. Il y a, de mon point de vue, par contre, une différence théorique importante à certains égards. Personnellement, je raisonne en termes de rapports sociaux. Et j'essaye de l'expliquer plus clairement peut-être dans le livre. Et non pas en termes de systèmes sociaux, qui est un peu différent déjà de la perspective du Combahí,
Les Comaïs, c'était leur premier texte et c'était le premier G1. Et puis c'était pensé aux États-Unis, dans une tradition de pensée états-unienne, etc. Et puis, il y a encore un autre niveau qui pourrait être le niveau, par exemple, des interactions ou bien justement des identités. Et il me semble qu'en partie, même si l'intersectionnalité, maintenant, c'est très vaste et touffu, mais l'intersectionnalité, me semble-t-il, résonne souvent davantage en termes de l'interaction entre deux personnes et justement de ces questions de l'identité. Donc, en termes un petit peu microsociologiques et interindividuels. Alors que, de mon point de vue, en tout cas, j'essaie de me placer davantage en termes structurels et en termes, donc, encore une fois, j'insiste, de rapports sociaux, et tout particulièrement, par exemple, et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, Héloïse, sur la question du genre, je ne suis pas du tout non plus en termes de perspective de genre, si je peux dire ça comme ça, je m'appuie plutôt sur la réflexion portée par les féministes matérialistes francophones, comme tout particulièrement Colette Guillaumin, et sa définition des rapports de sexage, donc d'appropriation. Et en fait, elle m'est très importante parce qu'elle a aussi été en France la première à complètement inverser la perspective sur le racisme. C'est son premier travail, c'est sur les rapports sociaux de race et sur ces rapports de race comme des rapports d'appropriation et comme des rapports qui créent en fait, qui créent rétrospectivement, si on veut, la couleur et la race. C'est-à-dire, Colette Guillaumin est la première à dire, elle le dit pour la race et on peut le dire aussi pour le sexe de mon point de vue, Colette Guillaumin est la première à dire le racisme, c'est pas qu'il y a des gens qui sont blancs et regardent mal des gens qui sont noirs. Non, elle dit le racisme, c'est une idéologie qui sert à justifier un système, une organisation économique et politique et de la production, et notamment l'esclavage de plantation en Amérique latine et aux Caraïbes en particulier, et dans un cadre d'une transformation idéologique en Europe. Donc c'est une idéologie qui transforme des gens en noirs, qui transforme des gens en blancs, qui crée artificiellement des groupes qui en fait n'ont pas une existence réelle. C'est-à-dire, bien sûr, les gens, ils ont des pigments dans la peau et tout, mais le fait que ces pigments soient importants et qu'ils soient vus comme ceci ou comme cela, et que des qualités ou des défauts soient attribués aux gens en fonction de ces pigments, ça, c'est complètement arbitraire. Et c'est ça le racisme. Et c'est ça les rapports de race. Donc voilà. Je m'appuie vraiment sur le travail de Guillaumin, sur les rapports sociaux de sexe et de race, pour comprendre ensuite comment ces rapports sont en coproduction, historiquement, disons, sont coproduits avec les rapports capitalistes, et puis comment, dans la vie des gens, individuellement et collectivement, ça agit. Alors, il y a plein de questions sur les côtés, donc ça ne va pas être... Il y en avait une peut-être parce que ça permet de revenir sur ce que tu disais sur le fait que tu ne t'appuies pas sur le concept de genre, l'approche de genre, et ça peut revenir, c'est que dans l'ouvrage, tu présentes la critique du concept de genre par les féministes autonomes notamment, et de l'ONGisation. Et comme il y avait une autre question sur le processus d'ONGisation et est-ce qu'il sert les intérêts, comment il sert les intérêts impérialistes, peut-être que ça peut te faire le pont du coup pour donner des éléments sur cette question-là. Alors tout à fait, et alors peut-être je vais dire aussi une chose, c'est que donc la critique du genre, je m'appuie notamment pas mal sur le travail de Julieta Paredes, qui est une féministe et lesbienne autonome, autochtone de Bolivie, cofondatrice à la base de Mujeres Creando, et notamment elle a, c'est le dernier chapitre, elle a une critique très, elle et puis Mujeres Creando à l'époque, et toujours à l'heure actuelle, enfin bon, sans rentrer dans les détails, avait une critique très acérée, on va dire, de l'institutionnalisation, de l'ONGisation. Et elle montre bien à quel point le genre, en fait, c'est le vocabulaire. On comprend, je pense qu'on comprend assez bien ça en lisant les chapitres 5 et 6, puisque le chapitre 5, c'est vraiment la manière dont, sous couvert ou avec la volonté d'aider les femmes pauvres, on a transformé, enfin, certains groupes féministes, avec les subventions de l'ONU, etc., ont transformé les femmes pauvres en pauvres femmes, à travers cette espèce de concept de genre, en effet, qui est complètement décontextualisé, individualisé, et qui élimine aussi les autres rapports sociaux. Donc, est-ce que ça répond plus ou moins clairement à la question
comment est-ce que je peux dire? Je vais peut-être faire un tout petit rappel en disant, est-ce que vous vous souvenez qu'en effet, le concept de genre s'est énormément développé ou a été, disons, son utilisation s'est étendue justement à partir de la conférence de Pékin. Donc organisée par l'ONU en 95, et on est dans ces années 90 qui sont le tournant en quelque sorte néolibéral. Ça, je vous renvoie à Degré ou de force, les femmes dans la mondialisation, puisque j'avais essayé de pas mal développer justement à ce moment-là. Mais enfin, les 2 derniers chapitres de maintenant d'imbrication prolongent cette question. J'avais essayé de développer comment les conférences de l'ONU, premièrement celle de Rio climat, et c'est vrai que là, climat, on sent une forte urgence de nouvelles, pas de nouvelles conférences, mais d'actions. Ensuite, la conférence droits humains à Vienne, ensuite la conférence population au Caire, donc en Égypte, et puis 95, la conférence femmes à Pékin. Et donc, à ce moment-là, les institutions internationales, l'ONU tout particulièrement, a pris un peu les devants et a mis en avant un certain nombre de concepts, dont, avec la conférence de Pékin, le concept de genre, l'idée du mainstreaming de genre, donc dans le développement, l'intégration des femmes dans le courant principal de développement, et puis toute la question des microcrédits. Et en fait, c'est un peu le commencement de la fin. Et c'est vraiment la mise en place de la mondialisation néolibérale, en s'appuyant notamment sur, de mon point de vue bien évidemment, enfin, et du point de vue des féministes autonomes latino-américaines et caraïbes, en s'appuyant sur une certaine idée des femmes et en tentant de domestiquer le mouvement féministe à travers justement ce concept de genre. Je me rappelle une autre chose que je voulais dire, donc j'étais partie sur Julieta Paredes, parce que quand même, le livre, il essaye de faire la part belle à la fois aux féministes et femmes féministes et lesbiennes afro ou noires, et puis quand même aux femmes féministes et lesbiennes autochtones, qui elles aussi ont des propositions tout à fait intéressantes, même si justement sous un angle assez différent et avec une configuration, une situation politique assez différente. Alors, et ça m'amène à dire encore une autre chose qui était importante et que j'aurais dû dire au début, mais c'est pas grave, je vais la dire maintenant, c'est que comme vous le savez, en fait, cette présentation, elle est dédiée, si on peut dire, en particulier aux communautés et aux populations autochtones, et d'ailleurs aussi en fait afrodescendantes, qui sont en train de souffrir de manière particulièrement grave les effets de la pandémie du Covid. Et donc, vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la couverture du livre, oui, puisqu'elle est dans l'invitation. La couverture du livre, j'étais extrêmement contente que Tui Rakayapo me permette d'utiliser sa photo ainsi que de sa nièce Mayal. Donc ce sont les 2 femmes qui sont sur la couverture et qui étaient à ce moment-là, cette photo a été prise par une autre femme brésilienne également autochtones, qui, elles étaient à Brasilia, dans une lutte pour la terre. Et je pense que c'est vraiment très, très important. Dans l'ouvrage, j'essaie de montrer les femmes autochtones, elles, leur difficulté principale, ça consiste à lutter de manière individuelle, mais aussi collective, pour la défense de la terre, tout en défendant leur position et leurs intérêts comme femmes. Et ça, c'est vraiment une question très, très importante. Et c'est le chapitre sur le mouvement zapatiste, la loi des femmes. Et c'est aussi, disons, toute une partie des féministes décoloniales, finalement, elles font un lien très important avec la question de la terre. Hein. Territoire-terre, territoire-corps, là, on aborde, on touche d'autres questions, et c'est vraiment une dimension importante. Alors, donc, comment dirais-je, le livre Imbrication, vraiment, je pense que c'est important. Là, les personnes qui sont en France ou en Europe, on a un petit peu l'impression que le Covid, c'est fini, ça y est, vu que nous, on est déconfinés, ça y est, le monde entier. Alors qu'au contraire, là, comme vous le savez sans doute, Abiyaya, là, maintenant, c'est la région du monde où le Covid frappe le plus, et les communautés tout particulièrement autochtones, et aussi afro, mais vraiment en particulier autochtones, sont particulièrement frappées. Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, on peut contribuer les unes les autres, les uns les autres, notamment toutes les personnes qui sont au Brésil, à faire quelque chose contre ça. Alors, ou au moins à appuyer les efforts des communautés pour résister à la folie de Bolsonaro et au ravage du virus. Je suis un peu dans les questions égarées. Alors, est-ce que j'ai répondu suffisamment à la différence entre imbrication et intersectionnalité ?
peut-être, je n'ai pas répondu vraiment sur le fond du fond, mais là, c'est peut-être un peu trop théorique. Je vous engage à regarder le livre. Et dans le livre, de toute façon, le livre n'est pas centré sur la question théorique. Donc, je commence à ouvrir des pistes, mais je compte bien développer davantage. En tout cas, pour moi, j'utilise imbrication dans le sens où vraiment, je veux me situer aussi à un niveau structurel. Je veux essayer de comprendre à un niveau structurel ce qui peut se passer et à un niveau aussi historique, de l'évolution historique de la manière dont les rapports sociaux de sexe, de classe et de race existent, se transforment, si on peut dire séparément, mais surtout se transforment réciproquement. Et ça, je pense qu'avec intersectionnalité, c'est plus difficile à faire. Alors qu'avec imbrication, je pense que c'est possible. Parce que intersectionnalité aussi, après, il faudrait préciser comment on conçoit justement le genre, ou bien la race, ou bien la classe. D'ailleurs, en fait, je ne suis pas sûre qu'on vraiment on les conçoit beaucoup, disons, mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par genre ? Et est-ce qu'on entend par genre surtout des questions de socialisation et tout ? Moi, je ne suis pas du tout dans cette perspective. Je suis plutôt dans la perspective comment les rapports sociaux de sexe, de race et de classe organisent ou empêchent l'accès aux ressources, organisent l'union matrimoniale, la filiation, et donc là aussi, de nouveau, l'accès aux ressources, organisent la possession de soi, c'est-à-dire le fait de pouvoir éventuellement avoir une force de travail à vendre et de n'avoir que ça. Déjà, pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire pouvoir rentrer dans le prolétariat, il faut déjà ne pas être une femme ou ne pas être une personne racisée, parce qu'en tant que personne racisée ou en tant que femme, en grande partie, on est approprié et donc on n'est pas propriétaire de soi-même, donc on peut difficilement vendre cette force de travail sur un marché. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu autour de ça les différences. Alors, il y a des versions, je réponds à une question sur, il y a des versions digitales en français, des versions électroniques en français du livre, et il y a la traduction en espagnol de l'introduction qui est également disponible sur Internet. Après, j'avoue que là, pour l'instant, je concentre mes efforts sur la traduction vers l'espagnol et donc pas vers le portugais, bien que, évidemment, le portugais soit très important, mais voilà. Il y a une autre question qui dit: est-ce que l'imbrication et l'intersectionnalité sont des méthodes de lecture des rapports sociaux et la pratique serait le marxisme? Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Moi, je dirais que, enfin, voilà, je vais dire plus simplement, le Combahee, par exemple, le Combahee River Collective aux États-Unis a eu une pratique, et c'est ça aussi qui est intéressant, dans la pratique, comme d'ailleurs les autres groupes, hein, c'est pas que les autres groupes n'ont pas eu de pratique, mais elles ont eu vraiment une pratique où elles ont réussi. Et c'est intéressant parce que c'était une lutte contre la violence, contre des assassinats, tout particulièrement de femmes noires, dans leur ville de Boston. Hein. Il y a eu 11 ou 12, je crois, assassinats d'un coup. Et en fait, elles ont réussi à lutter de manière simultanée contre ces assassinats, comme des assassinats de femmes et des assassinats de noirs et des assassinats de prolétaires en quelque sorte. Parce que juste pour la petite histoire, hein, je rappelle que en fait, elles se sont lancées dans cette lutte parce que suite à ces assassinats, bien sûr, alors les blancs et les blanches n'ont rien fait du tout, et la communauté entre guillemets afro a fait une action, je pense une manifestation, à la fin de laquelle un dirigeant noir a pris la parole et il a dit: alors surtout nos sœurs, sortez accompagnées avec vos hommes. Et là, une partie des militants du Combahee, qui étaient lesbiennes et d'autres sans être lesbiennes, ont dit: mais sortez avec nos hommes, pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, on ne veut pas sortir avec nos hommes, on veut pouvoir se défendre et ne pas être assassinés sans nécessairement avoir besoin des hommes. Donc, elles ont, à partir de ça, mené une action qui consistait, elles ont réussi à faire des alliances, et ça répond un petit peu aussi à ce que peut-être tu disais, Héloïse, elles ont réussi à faire des alliances à la fois avec le mouvement féministe, malgré son racisme et son classisme, à la fois avec le mouvement noir, malgré son sexisme et son classisme, et à la fois avec le mouvement socialiste et, on va dire, les travailleurs sociaux, travailleuses sociales, malgré leur racisme et leur sexisme. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, je ne sais pas si tu vois, il y avait une dernière question sur parallèle avec Monique Wittig. Attends, moi, j'ai mon son qui vient de sauter, mais... Oui, moi, pourtant, j'entends. Alors, une question un peu tardive sur se noircir et ne pas être une femme au sens de Wittig. Alors, oui, c'est une question assez profonde. Je pense qu'il faudrait bien réfléchir, mais
en tout cas, ce que dit Wittig, je pense, et ce que dit, par exemple, Leila González quand elle parle, ou ce que dit Julia Wawerneck quand elle parle de se noircir, ou bien Ochi Coriel aussi, c'est que, en tout cas, il n'y a pas des identités fixes. Et il n'y a pas une essence des êtres qu'ils peuvent soit accepter, soit refuser, mais en tout cas, ils sont bridés par cette essence. Ce n'est pas ça. Il y a un ensemble de positions dans les rapports sociaux. Cette position dans les rapports sociaux, on peut en avoir une conscience plus ou moins aiguë. On peut avoir conscience de manière plus ou moins claire de l'imbrication de nos positions de sexe, de classe et de race. Ces positions, elles peuvent varier. Et notre conscience, elle peut varier aussi en fonction de la conscience des autres. C'est-à-dire, si je suis une femme alors qu'il n'y a pas de mouvement féministe, ma conscience, elle est logiquement assez différente que si, brusquement, autour de moi, il y a un mouvement féministe qui dit « Bon, mais en fait, être une femme, c'est pas ce qu'on croyait, les rapports sociaux, c'est pas ce qu'on croyait, les hommes, c'est pas ce qu'on croyait. » Voilà, dans la pratique et dans la lutte, finalement, on en arrive à une conscience différente. Et donc, là, moi aussi, je pourrais, disons, il y a un contexte dans lequel ma conscience de refuser d'être femme, refuser de machin, peut évoluer. Alors, il y a aussi une chose tout à fait importante à repréciser quand même et à rappeler, c'est qu'il ne s'agit pas non plus d'être complètement dans le déni de la réalité, premièrement. Et puis, ce n'est pas la même chose de s'écarter d'une identité, s'écarter d'une position dominante et s'écarter d'une position dominée. Ce n'est pas symétrique, par exemple, une personne qui est dans les rapports sociaux de sexe placée du côté femme et qui tente par le lesbianisme au sens de Wittig de sortir de cette position et de rompre le système qui crée cette position. Il ne s'agit pas juste de sortir et de dire voilà, après moi le déluge, les autres tant pis pour eux ou tant pis pour elles. Il s'agit d'attaquer parce qu'en plus si on n'attaque pas le système qui a créé ça, alors on sera très vite rattrapé, ramené à l'hôpital psychiatrique, on me réépilera, on me réobligera à avoir les cheveux longs, on me remettra ma robe, etc. Vous voyez, ça ne suffit pas de dire je sors et voilà. Donc, mais ce n'est pas la même chose de tenter de quitter sa position dans les rapports quand c'est une position minoritaire que quand c'est une position majoritaire ou dominante. J'utilise minoritaire et majoritaire aussi en fonction de la réflexion de Guillaumin, parce que dominant et dominante, je ne trouve pas ça très adapté, mais bon, je vous renvoie éventuellement au livre pour plus de discussion. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas de dire « Ah, bah, je ne suis pas blanche », là, puisque en l'occurrence, blanche, c'est une position de pouvoir. « Je ne suis pas blanche, arrêtez, faites pas chier, etc. Si je veux, je suis noire. » Non, ce n'est pas du tout ça. Par contre, il s'agit de pouvoir interroger la position dans les rapports et interroger les rapports eux-mêmes et ne pas naturaliser, c'est-à-dire pas dire je suis blanche parce que la blancheur est dans mes gènes. C'est ça qui est différent en fait. Je ne sais pas si du coup ça explique un petit peu le parallèle. Ou est-ce que... Ok, d'accord, la réponse est oui. Donc, est-ce qu'il y a peut-être encore des questions? Est-ce que peut-être Héloïse, tu voudrais ajouter quelque chose, puisque toi tu bénéficies de la parole pleine et entière, hein, pas seulement et que je m'octroie. Non, mais en réalité, tu as déjà répondu en faisant référence à différents aspects de l'ouvrage, mais si tu voulais revenir sur ces questions d'imbrication, qu'est-ce que les exemples et les théorisations féministes d'Amérique latine nous permettent de les penser autrement par rapport à nous, nos habitudes universitaires de penser les questions d'imbrication. Et aussi le fait que tu te bases beaucoup sur les féministes matérialistes, et donc Nicole Claude Mathieu, Colette Guillaumin, qui sont des Françaises. Du coup, en quoi cette circulation aussi des savoirs et cette imbrication des savoirs ladino-américains avec les savoirs féministes francophones, pour toi aussi, quel apport tu en tires, quoi? Alors, et voilà, je te remercie. Et il y a une question aussi de Anissa qui nous questionne depuis Nueva York.
Et c'est la question en quelque sorte, hein, je comprends, du réseautage et des alliances, qui était aussi un peu ta question, Héloïse, des alliances transnationales. Comment concilier la question des alliances transnationales avec la contextualisation des luttes? Et en effet, ça, je pense que c'est une vraie question. Toi, ta question, Héloïse, c'est aussi sur les alliances, etc. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autres continents, etc. En fait, je pense que la contextualisation, bien sûr, elle est très importante pour... Et bon, alors je vais le dire de plusieurs manières. C'est vrai que le mouvement zapatiste donc, avait invité à une première rencontre en 96 qu'elle et ils avaient appelée intergalactique. Après, ça s'est réduit à intercontinental pour l'humanité contre le néolibéralisme. Et à l'époque, Internet commençait à se développer, mais ce n'était pas encore. Et il y avait cette idée, on va faire des réseaux, un peu d'ailleurs que si vous relisez le manifeste du Parti communiste, c'est un peu la même idée qu'ils avaient à l'époque du télégraphe. Là, c'était Internet. On va faire des réseaux et on va se mettre tous le même jour à faire telle lutte ensemble, etc. Et en fait, ça a été assez décevant. En tout cas, pour moi, je n'ai pas vu comment on pouvait vraiment... c'est pas si facile de faire des choses transnationales, même si on est tous zapatistes, par exemple, dans ce cas-là, etc. Donc, une chose, prudence. Contextualisation très importante. Là, moi aussi, la contextualisation, c'est pour comprendre les logiques. Ce n'est pas forcément une contextualisation des objectifs, mais c'est une contextualisation de la compréhension de comment chaque personne se voit et comment les groupes se voient et se positionnent. Et après, et c'est ça qui, je pense, est intéressant, ça ne répond pas tout à fait, mais ça répond un peu, en suivant l'histoire des rencontres lesbiennes féministes continentales, donc Amérique latine et Caraïbes ou Abya Yala, il me semble que leur réflexion, et c'est un petit peu aussi comme ça que termine le livre, il me semble que leur réflexion est allée tellement loin, précisément dans la critique, non pas de l'identité féminine, mais des rapports sociaux de sexe, non pas je sais pas, l'identité raciale ou quoi, mais des rapports sociaux de race et des rapports sociaux de classe, que finalement, elles en arrivent, les lesbiennes, un certain nombre de lesbiennes féministes, antiracistes et anticapitalistes latino-américaines et des Caraïbes, elles en arrivent dans la dernière rencontre lesbienne féministe qui a eu lieu en Colombie, à dire finalement notre lutte c'est contre le militarisme extractiviste et le capitalisme de prédation et la recolonisation du continent. Et en fait, quand elles disent ça, elles ont besoin, elles souhaitent faire des alliances avec toutes sortes de gens bien au-delà des lesbiennes. Et en fait, elles ne voient plus très bien la raison de se réunir en tant que lesbiennes. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais je pense qu'en partie, c'est-à-dire tout en étant tout à fait contextualisées, elles savent qu'elles font tout ça parce qu'elles sont lesbiennes, etc. Elles ont un point de vue particulier. Hein. En même temps, elles atteignent à des objectifs de lutte très généraux qui, là, à mon avis, permettent un travail de transnational networking ou de réseautage international ou transnational plus exactement. Voilà, je pense que c'est ça un petit peu en partie la réponse. C'est-à-dire... Oui, et de dépassement des conflits qui peuvent diviser le féminisme, de forme de dépassement en tout cas, pour travailler ensemble. En tout cas, le conflit ne devrait pas être autour d'identité, mais éventuellement dans la recherche de définition d'objectifs de lutte. Tu peux dire, moi, je ne veux pas lutter contre la désertification. Il me semble qu'il est plus important de lutter contre la violence. Bon. Mais la question n'est pas, toi, parce que tu es telle chose, par exemple, tu es une lesbienne, alors je ne veux pas lutter avec toi parce que moi, je suis un prolétaire, comme ci, comme ça. C'est vraiment sûr, et les féministes afro dont je parle dans le livre, notamment, insistent énormément là-dessus. La question, c'est quels sont les objectifs de lutte? On peut s'allier sur des objectifs. Parce que si on cherche à s'allier sur des identités, c'est très difficile, c'est très réducteur, on s'écharpe au fur et à mesure, on définit des identités de plus en plus spécifiques. On n'arrive pas à faire des alliances et ça ne nous amène pas vraiment quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'organiser. Au contraire, on a toute l'attitude de s'organiser si on veut en tant que tel groupe avec telle caractéristique. Mais par contre, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et c'est un moyen pour avoir le temps et la liberté mentale et la possibilité de bien réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on définit comme objectif et ce qu'on fait comme analyse. Donc, ce n'est pas du tout une condamnation de groupe autonome ou de séparatisme en quelque sorte,
il y a des pratiques qui sont très importantes de prise d'autonomie, mais en même temps, avec cette perspective de recherche d'alliance autour d'objectifs communs. J'espère que je... Alors, je vois que l'heure est en train de tourner. Là, je ne sais pas très bien comment on fait. Est-ce que je dis quelques petites choses pour résumer et boucler la boucle? Toutes les conférencières, Catherine est réapparue. Oui, ce serait bien qu'une petite conclusion et puis... Alors peut-être en conclusion, donc vous vous rappelez que le livre, donc il y a ces 6 chapitres, ça part vraiment quand même le centre, et c'est pour ça qu'il y a une différence, c'est femmes, race et classe, parce que je me suis quand même centrée sur des sujets qui sont placés dans les rapports sociaux de sexe en tant que femme. Et c'est l'expérience de ces sujets et de ces collectifs de personnes placées en tant que femmes dans les rapports sociaux de sexe, dans des mouvements mixtes, mettant en avant plus la classe, plus la race, ou bien plus le sexe, voilà, dans des mouvements non mixtes. C'est ça qui traverse et qui m'a intéressée. En même temps, vraiment, j'insiste sur la complexité de la compréhension de tous ces groupes et de tous ces mouvements, la subtilité, le fait qu'en plus c'est très contextualisé. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être regardé depuis ailleurs, mais il faut vraiment essayer de garder le plus possible à l'esprit ces logiques différentes, parce que la race, c'est pas un truc immuable, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas etc. Et le sexe non plus, en fait, les rapports sociaux de sexe non plus. Et vraiment pour ça, la question des femmes autochtones me semble tout à fait importante et intéressante, hein, et la question des femmes zapatistes, tout particulièrement la manière dont elles ont réfléchi et agi. Et puis, en plus de cette complexité, je pense cette transformation et la manière dont, sans vouloir faire du décolonial, des théories décoloniales, d'ailleurs qui sont diverses, complexes, etc., et du féminisme décolonial, sans vouloir en faire un absolu, disons, je pense que c'est tout à fait intéressant de voir comment certaines féministes et lesbiennes, antiracistes et anticapitalistes, sont allées vers des formes de pensée décoloniale. Encore une fois, je ne parle pas d'un décolonial qui serait une mode, etc. etc. Je parle d'autre chose, d'un décolonial beaucoup plus ancré dans des luttes, hein, pas seulement un truc universitaire, etc. Mais je pense que c'est tout à fait intéressant de voir comment, d'une certaine manière, ça leur permet, peut-être, hein, c'est mon interprétation, mais d'échapper à ce truc justement où on les renvoie sans cesse d'identité, etc., pour vraiment atteindre à une théorisation, à une pratique qui s'adresse à tout le monde, en fait, qui s'adresse à tout le monde et qui, depuis le Sud, parce que le combat aussi, elle s'adresse à tout le monde, mais ça n'a pas tout à fait marché. Et donc, je fais l'hypothèse que c'est peut-être parce qu'elles le font depuis un pays du Nord et pas n'importe lequel, et que peut-être que en le faisant depuis des pays du Sud et depuis des positions donc minoritaires sur le plan du sexe, de la race et de la classe, peut-être qu'on peut arriver par contre là à faire une proposition qui s'adresse à tout le monde et à laquelle tout le monde peut participer depuis sa propre position complexe. Voilà, et puis vous dire que c'est un livre à la fois, donc, je pense, relativement facile à lire, tout en posant des questions épistémologiques et théoriques de fond, mais en même temps vraiment en s'appuyant sur des mouvements concrets. Et donc je pense que ça rend, vous allez dire, peut-être surtout toi Héloïse, ou Catherine aussi, mais enfin, je pense que ça rend la lecture facile, quoi, agréable. C'est pas, on n'a pas la migraine au bout de 2 pages, je crois, hein. Voilà. Ouais, ça rend incarné aussi, ça permet de comprendre sur le terrain comment ça s'exprime. En tout cas, voilà, la rencontre arrive à la fin. Je voulais vraiment remercier beaucoup Jules Falquet et Héloïse Prévost. Vraiment, c'est d'arriver à la fois à faire quelque chose d'aussi précis, en même temps très vivant, j'espère. Et c'est rare, en fait, cette précision et cette convivialité, enfin, ce côté très agréable à écouter. Voilà, donc en tout cas, bon, les réunions Zoom, c'est bien, mais effectivement, nous, on préfère quand même les livres qu'on peut feuilleter, qu'on peut lire. Et donc, bon, j'espère que vous aurez envie donc, de vous procurer cet ouvrage, de le goûter plus tranquillement que juste dans cette réunion vidéo. Et donc, vous pouvez le trouver sur les éditions du Croquant ou dans une librairie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Mais merci beaucoup et vraiment, voilà, je vois qu'il y a encore plein de réflexions très intéressantes de personnes qui ont beaucoup de trucs à dire et qui savent beaucoup de choses. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas pu tout aborder, mais je ne sais pas sous quelle forme on peut reprendre la discussion à un autre moment. Et en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous savoir là et de pouvoir, voilà, d'une certaine manière interagir. Obrigada, shukran, gracias. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Quelle émotion de quitter.